Bonjour, bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité aujourd'hui est Monsieur Harry Hautebourg, que l'on présente comme le troublion du net. Bonjour. Bonjour aux auditeurs, merci Radio Mayuri. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez Picky Dingue, Rodolphe Intrépide, des punchlines, du règlement de compte également. Alors absolument pas, c'est une biographie non autorisée certes, mais une biographie factuelle et voilà neutre, tout à fait neutre. Oui, ce n'est pas un pamphlet. Alors un livre que vous pouvez montrer à nos internautes, voilà, à l'image que vous publiez. C'est à compte d'auteur que vous publiez? Oui, c'est en auto-édition, comme mes précédents livres chez une très bonne maison d'édition. Alors on sait qu'il y a eu un passé entre vous deux, puisque Rodolphe Alexandre avait à un moment donné porté plainte contre vous suite à une représentation que vous avez faite lors du carnaval. Est-ce qu'il faut voir une causalité entre ce livre et cette plainte qui a été déposée, qui a été retirée, hein, faut-il le rappeler? Non, pas du tout. Cet événement rocambolesque, je dirais même picaresque, date de 2019. Et à l'époque, Rodolphe Alexandre était un petit peu égaré, hein, bon, portant plainte pour des guérisons carnavalesques. Et puis il y a monsieur Antoine Karam qui a fait une médiation, hein, c'est dans le livre d'ailleurs, hein, j'en raconte les circonstances, que je remercie au passage. Et puis moi je suis quelqu'un de ni rancunier ni revanchard, donc tout ça est derrière moi. Non, la vraie genèse de ce livre, c'est ma volonté d'exploration littéraire. Donc mon premier bouquin, c'était Montagne d'Or Matador, qui était un récit écologique qui racontait les 4 ans de lutte contre le projet Montagne d'Or, qui a eu un certain succès. Et puis après, l'appétit venant en mangeant, j'ai continué à écrire. Donc le deuxième, c'était Lycanthropia, un petit polar écrit en collaboration avec Madame Emmanuelle Alloy. Ensuite, après le polar, je suis passé à la BD, le fameux Amaury Corona, scénario écrit par moi, mais illustré par Lusky. Et ensuite, j'ai sorti une pièce de théâtre, la tragédie du roi Vaval. Donc, je me suis lancé le défi d'explorer le genre de la biographie. Et je cherchais un bon sujet pour écrire une biographie. Et Rodolphe Alexandre est de la bonne matière à écrire une biographie. Alors, vous expliquez dans ce livre que Rodolphe Alexandre vient de souffler ses 70 bougies et affiche une quarantaine d'années dans les affaires publiques. C'est une manière pour vous, peut-être, de planter le décor? Oui, absolument. Comment on dit en français, cornerstone, cette pierre angulaire du moment de sa vie où on passe les 70 ans. C'est pas encore le crépuscule de sa carrière politique, mais on sent déjà qu'il y a 40 ans à accumuler. C'est peut-être le moment de faire un bilan. Donc effectivement, ouais, ça tombe bien. Alors quand je dis 40 ans aux affaires publiques, alors pas 40 ans de mandat politique, mais Rodolphe Alexandre adhère au PSG en 1983 et en même temps il rentre au cabinet de Georges Outilly, président de région. Donc il n'a pas de mandat politique tout de suite, hein. Il faudra attendre 89 son entrée à la mairie de Cayenne. Ensuite, son élection au conseil régional en 1992, mais qui sera invalidée. Et puis, un premier tournant de sa vie politique en 1993, donc ça fait un peu plus de 30 ans, où il est candidat du PSG aux élections législatives dans la première circonscription, où il est battu par Christiane Taubira. Et c'est à ce moment-là que je parle de sa première traversée du désert
Et ben ensuite, comment il a toujours su rebondir, où il faut le dire, accumulé les succès électoraux hein, pendant une vingtaine d'années avant son crash de 2021. Une traversée du désert que vous qualifiez de dramatique. Pourquoi? Oui, dramatique pour le personnage, parce que comme le lecteur va le découvrir, selon certains témoignages, il a eu du mal à digérer cette défaite surprise contre Christiane Taubira, qui n'était pas très connu à l'époque. Et on était à une époque où le PSG avait la mémise sur les mandats électoraux en Guyane. Et oui, oui, selon les témoignages, c'était pas une défaite facile. Mais encore une fois, l'important, et c'est ça qui est fascinant avec le personnage, il a su rebondir. Et vu que la nature a horreur du vide, l'homme va s'enchasser, dites-vous, dans la société guyanaise. Alors oui, je n'ai pas raconté tout ce qui est dans le livre, mais on peut donner quelques petits points. Et un tournant, c'est 2001. L'élection de Rodolphe Alexandre comme président de ce qui était la communauté des communes du centre littoral, qui va devenir par la suite ACACL. Et ben, comme je l'écris, à partir de 2001, la fusée est lancée et y a vraiment beaucoup de péripéties, mais oui, Chansas va s'en suivre son élection comme maire de Cayenne et tout le reste qu'on sait, et ça devient l'homme fort de la politique guyanaise, on peut le dire, pendant 15 ans à partir de 2008. Il se prêtait déjà à rêver d'un poste d'un Marocain, dites-vous, mais j'imagine que vous faites allusion à un poste ministériel, un poste à Paris, au niveau national. Oui, alors c'est la rumeur qui a couru. Selon des témoignages, il a vraiment cru. Mais il faut aussi noter que à un certain moment, il a nié de n'avoir jamais eu d'ambition ministérielle. Et moi, je trouve que c'est pas un péché d'avoir des ambitions. Hein. Un Guyanais ministre, c'est toujours bon pour le pays. On a vu Madame Taubira, qui était garde des Sceaux, qui a fait la fierté de la Guyane. Et finalement, on ne retrouve pas Rodolphe Alexandre ministre. Et Dieu seul sait si on peut prendre un terme de cyclisme qui lui est cher. On sait que Rodolphe aime beaucoup le vélo, hein, on sait qu'il le pratique. On l'a retrouvé sur les Tours de Guyane où il faisait toutes les étapes avec son maillot jaune sur le dos. C'était assez comique parce qu'il y avait deux maillots jaunes. Il y avait le gars qui le gagnait sur le bitume et puis il y avait Rodolphe qui avait le sien. Donc oui, pour reprendre ce terme de cyclisme, sucer la roue, on a vu Rodolphe sucer la roue de Sarkozy à un moment, ensuite sucer la roue de Hollande et puis récemment sucer la roue de Macron. Mais on n'a jamais vu vainqueur du sprint final pour entrer rue Oudinot ou dans un autre ministère. L'opportunité ne s'étant pas présentée, l'homme va se résoudre du verdict des urnes, surtout lors des dernières élections territoriales. Alors, on a tous constaté la défaite de 2021, du 27 juin 2021, n'a pas été facile à digérer pour lui, mais pour qui c'est facile de digérer une défaite? Quand on s'est tellement investi, quand on a la conscience d'avoir bien fait, et puis qu'on ne nous retrouve pas ce regard chez les autres, hein, parce qu'on peut se réjouir qu'on soit dans un pays démocratique. Oui, c'est forcément décevant. Et le verdict des urnes, là, encore une fois, alors, affecté. Et ça se voit dans un certain nombre de ces déclarations. Surtout
qu'il était confiant dans cette victoire. Voilà, selon des témoignages que j'ai recueillis, et même selon ses propres déclarations, finalement, il visait une victoire au premier tour. Et voilà qu'il est contraint à un deuxième tour qui s'annonce fatal. Et puis il faut aussi se rappeler son Pikideng Dereshikaba qui donne son titre au livre. Et Pikideng Dereshikaba, c'est réponds-leur, ils ont déjà perdu. C'est-à-dire qu'au soir du grand débat du premier tour entre les 4 candidats, Rodolphe claironnait à la face des autres candidats, vous avez déjà perdu. Alors imaginez comment il est tombé de haut. C'est un homme, selon vous, qui a besoin de la validation des autres pour se sentir bien, pour asseoir sa prestance, son charisme. Pas plus que les hommes politiques. Pour être un homme politique, il faut de l'ego. Et pour réussir en politique, il faut un ego surdimensionné. N'importe quel homme politique qui dit le contraire, c'est un menteur. Mais pour reprendre les mots du président américain Theodore Roosevelt, ce n'est pas celui qui critique qui compte. C'est celui qui est sur le terrain, sa sueur, son sang qui va dans la boue, c'est celui qui est dans l'arène. Donc, ce n'est pas à moi de porter un jugement sur la manière dont tel ou tel homme politique appréhende son rapport avec le peuple, voit sa vocation politique ou l'idée qu'il a de son implication. Ça, c'est vraiment très personnel. Mais en l'espèce, on a un bon personnage romanesque de la politique de cette turpitude. Et vous expliquez également, Harry Hautebourg, que Rodolphe Alexandre est un historien à ses heures perdues. Par ailleurs, vous le qualifiez d'amoureux de la petite reine infatigable des municipalités. Alors ça, c'est suite à votre petite enquête? Oui, c'est un homme de terrain, hein. On peut pas dire le contraire. C'est quelqu'un qui a plusieurs vies. C'est vrai qu'il s'est principalement consacré à la politique au cours des 40 dernières années, mais oui, c'est de notoriété publique. Il n'y a rien de privé vraiment dans ce livre. Hein. J'ai utilisé beaucoup de sources journalistiques. Mais aussi des interviews à la fois du personnel politique qu'il a connu, mais aussi de certains de ses collaborateurs qui sont un petit peu bavards. Et on sait tous que Rodolphe Alexandre est docteur en histoire, qu'il a écrit des biographies remarquables de Gaston Monerville et plus récemment de Justin Cataillé longtemps après leur mort. Et moi, j'ai eu un appareil en écrivant sa biographie de son vivant. On a parlé, il est amoureux de la petite reine, du vélo, qui serait un des secrets de sa forme. Hein. Il va me dire, moi je fais 140 km, je vais jusqu'au Galion, je suis en forme, je suis prêt pour les campagnes. On sait qu'il aime bien arpenter aussi le territoire, ce qui lui a valu le soutien, il faut le rappeler, de 18 maires sur 22, hein, quasiment une unanimité lors des dernières élections. Et puis, quand il ne peut pas le faire en voiture ou à vélo, il le fait en hélicoptère. Est-ce qu'il a une carte à jouer aux élections sénatoriales compte tenu du nombre de maires qu'il a pu rassembler aux dernières élections? Ce n'est ni un jugement, ni un encouragement que je fais, mais arithmétiquement, évidemment. Rodolphe Alexandre, que vous qualifiez, que tout le monde connaît sous le nom de Roro, vous dites qu'il sait prendre tous les accents. C'est un caméléon? Oui, mais il le faut en politique. Encore une fois, c'est pas une critique. Hein. Il faut... Alors, c'est pas une critique, mais c'est un peu une perversion de la politique chez tout le monde, où on a un peu tendance à avoir un discours différent en face de chaque communauté. On dit aux gens ce qu'ils veulent entendre.
J'ai aussi en mémoire ces grosses sonos sur les voitures pendant les campagnes électorales qui diffusent le message dans toutes les langues. Alors c'est bien, ça donne peut-être de l'accessibilité à nos compatriotes qui ne maîtrisent pas toujours bien le français. Mais on sait que le discours qu'on peut avoir sur le fleuve n'est peut-être pas le même discours qu'on a sur le littoral. Le discours qu'on a devant certaines assemblées religieuses, c'est pas le discours qu'on a devant certains frères ou certains intellectuels. C'est la politique. Et moi, je n'ai pas peur de le dire. Je constate que la politique, c'est un art difficile, mais un art dans lequel Rodolphe Alexandre a excellé et pour preuve les mandats qu'il a su conquérir. Au point peut-être parfois d'incarner une sorte de démagogie, de populisme. Non, pas jusque. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelque part, on va encore revenir au titre. Pourquoi ce Pikideng en Bushinangue Tongo? On a souvent vu Rodolphe Alexandre terminer ses discours en Bushinangue Tongo. Alors que c'est pas la langue véhiculaire du pays, même s'il y a de nombreuses personnes qui la parlent. Donc c'est un peu une manière populiste de dire à nos compatriotes locuteurs du Bushinangue Tongo, je suis avec vous. Un exemple parmi d'autres. Et puis la fameuse politique du t-shirt aussi, que j'aime bien pendant les élections. Il n'y a pas une commune de Guyane où je vais, de Camopi à Saül, de Wanari au Maroni à Tronqué, où il n'y a pas de personnes qui ont un bon vieux t-shirt d'une campagne précédente de Rodolphe. C'est assez marrant. Vous parlez du pragmatisme de l'homme et de l'autre côté de son opportunisme. Est-ce que ces deux mots ne sont pas antinomiques? Comme j'ai aussi et surtout dit, qui prend tous les habits. Il faut savoir être pragmatique, il faut savoir être opportuniste. Moi, je ne fais pas d'angélisme, je n'ai pas de jugement moral. Je constate qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Le pragmatisme, c'est quoi? Le pragmatisme, c'est quelqu'un qui est issu de la gauche et qui s'en revendique jusqu'à maintenant, mais qui à un moment fraye avec Sarkozy. Il le dit lui-même, je suis pragmatique. Sarkozy amène un discours et peut-être un programme sécuritaire qui sera positif pour nos compatriotes en Guyane. Ok, je marche avec Sarkozy. Après, il n'est pas forcément partisan de François Hollande, mais quand François Hollande arrive au pouvoir, il va voir François Hollande et il dit, bon, on va faire un pacte d'avenir pour la Guyane. Chiche. Pragmatisme, un peu opportunisme aussi, parce qu'on a ce président qui est pas bien droit dans ses bottes. Bon, on va essayer de le prendre par les sentiments. Bon, finalement, on n'a pas eu le pacte d'avenir. Oui, opportunisme à son sens premier, saisir des opportunités. On l'a aussi vu dans le choix de ses colistiers. Il n'a pas hésité à débaucher d'anciennes colistières de Christiane Taubira ou d'Ariane Young. Suivez mon regard. S'il y a une opportunité, il apprend. C'est une manière de faire de la politique sans d'idéaux, en se laissant aller en fonction du contexte, des opportunités, comme vous le dites si bien. Hein. J'ai pas fait sa psychanalyse pour connaître ses idéaux profonds. Non, j'ai pas cette intimité avec le personnage. J'ai quand même choisi d'écrire une biographie sérieuse en m'appuyant sur des documents solides, journalistiques, c'est-à-dire archives de journaux, archives sonores et télévisuelles et témoignages. Mais c'est vrai qu'il dit souvent mon parti c'est la Guyane. Donc voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas tellement d'idéologie derrière. C'est un peu une phrase fourre-tout pour ne pas se mouiller. Mais j'ai remarqué que malheureusement, il faisait des émules
Et ouais, ici, il y a de moins en moins d'idéologie, hein, si bien que le premier parti, c'est le parti des sans-étiquettes. Hein. On le voit dans les maires élus. C'est difficile de se revendiquer de droite hein, en Guyane. Hein. Voilà, hein, quand on voit par exemple quelqu'un comme Léon Bertrand aussi, hein, qui était un bébé Chirac, qui en fin de carrière fraye avec les autonomistes, ça fait un peu bizarre. Mais je ne lui reproche pas. Ça va dans une certaine mode. De même que le MDES, euh, qui à l'origine était indépendantiste. Et on voit que Jean-Victor Castor se fait élire député. Très bien pour lui, en mettant son passeport d'indépendantiste dans sa poche de derrière. Hein, et on y va doucement. Il l'est plus? Je sais pas, bien sûr qu'il l'est, mais il a soigneusement fait attention de ne pas le mettre en avant, son étiquette M2S, pendant la campagne. Donc oui, le pragmatisme, c'est la nouvelle recette qui marche en politique. Et pas plus tard que ce matin, moi je ne le cache pas, même si je fais plus de politique, bon, tout le monde sait que je suis issu des écologistes. Mais par exemple, j'entendais la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts qui a passé 4 jours en Guyane, qui aujourd'hui sort complètement de la doxa assez rigoureuse, protectionniste des écologistes, pour aller à ce qu'on appelle la réelle politique, pour pas fuir les lecteurs. Non, la politique, c'est vraiment devenu les calculs et encore les calculs. C'est pas pour rien finalement que puisque les calculs l'emportent, le président de la CTG soit un ancien professeur de mathématiques. Oui, on sait que peut-être que vous ne le portez pas non plus dans votre cœur. Ah ben non, non, pas du tout. Je l'ai déjà dit publiquement. Non, j'aime beaucoup Gabriel Serville. En tout cas, l'homme. La politique qu'il mène, je ne suis pas toujours d'accord. Et je répète, ce n'est pas le critique qui compte, c'est celui qui va dans l'arène. Et prendre la tête de la CTG, il savait que ce ne serait pas une sinécure. Bon, après, il faut mouiller la chemise. Peut-être que la deuxième biographie lui sera consacrée? Alors, intéressant, parce que j'ai fait un petit cocktail de présentation du livre pour mes amis, avant donc que ce soit en librairie, ça l'est désormais, donc c'était les Happy Few. Et il y a une amie qui a vu que j'avais dédié ce livre à 6 personnes. Donc voilà, je dédie ce livre au tout début à par ordre alphabétique. Très important pour ne pas faire de jaloux, s'il n'y a pas une gradation, une hiérarchisation entre les gens, mais par ordre alphabétique. Donc, A. Rodolphe Alexandre, Léon Bertrand, Paulin Brunet, Antoine Caram, Marie-Laure Finera-Hort et Christiane Taubira, qui ont suscité et alimenté mon intérêt pour la politique guyanaise. Et là, il y avait une amie qui était assise dans le canapé, qui a englouti en 2 heures. Et elle me dit, ouais, c'est pas mal et tu devrais faire des bios de toute la liste. Donc, je ne sais pas qui sera le prochain, mais il y a de la matière. Alors, vous dites que Rodolphe Alexandre sait se montrer libéral hein, quand il flatte les multinationales, ou onusien quand il célèbre sa terre nourricière. Mais on remarque également que le livre n'est pas totalement à charge, puisque vous expliquez que l'homme est généreux aux côtés des meurtriers, des inondations et de la pandémie. Ah non, mais ce n'est pas un livre à charge. Non, j'essaie de coller au maximum à la réalité et je suis objectif. Pourquoi je dis libéral? On a vu son soutien
aux grands projets miniers portés par des multinationales qui portent en elles l'horreur du capitalisme prédateur, faut le dire. Donc oui, donc on peut qualifier de libéral. On se souvient également de son discours aux Nations Unies, où finalement il vantait notre terre nourricière de l'Amazonie, qui nous nourrit, qui nous habille, qui nous habite. Et de temps en temps, je le vois prendre des postures d'écolo. Alors ça fait rire mes amis. Je dis, attends, hey, Rodolphe, il est en train de venir. Et il me dit, mais non. Je dis, si. Écoutez pour tendez pour comprendre. Je dis ce que j'entends. Donc parfois, alors je ne sais pas si c'est ou pas. Non, il prend tous les habits. Pendant les inondations sur le Maroni, qui avaient durement touché nos compatriotes en 2021, et pendant le Covid. Oui, on a vu que la CTG a fait son devoir d'aider nos compatriotes qui avaient des difficultés alimentaires. Alors, c'est certes l'institution publique, CTG, qui y a mis son budget, mais je caricature un peu en disant Rodolphe généreux, parce qu'il n'avait pas hésité à estampiller les boîtes de cassoulet avec l'étiquette CTG, et puis aussi pendant les discours, il aime bien se vanter, dire moi j'ai aidé les gens. Bon, c'est pas le seul, hein. Donc voilà. Il faut un peu rigoler. Non, c'est pas à charge, mais une, une biographie, c'est les côtés lumineux et un peu obscurs de tout individu. On en a tous. Une biographie autorisée, relue, contrôlée par l'objet du livre serait sans aucun intérêt, parce que ça deviendrait une agiographie. Et ce sont les aspérités d'un personnage qui en font le charme finalement. L'idée, c'était d'apprendre aux lecteurs des choses qu'ils ignoraient jusque-là sur l'homme, sur la personnalité. Alors, deux choses. Oui, parce que tout le monde ne connaît pas tout le parcours politique de Rodolphe Alexandre. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans ce pays. Il y a beaucoup de gens. Nous sommes un pays d'immigration. D'immigration de pays tiers, mais même d'immigration de nos compatriotes métro entiers. Donc il y a des gens qui me disent, finalement, c'est qui ce gars en vrai? Et moi, j'ai pris le challenge, j'ai décidé de faire le travail, d'aller chercher les éléments clés de son parcours pour figer ça dans la littérature. Parce que les légendes urbaines, ce qu'on dit sans vérifier, ça ne m'intéresse pas, les fake news. Je dis des choses concrètes sur son parcours. Et puis l'autre chose, et c'est un ami, un compagnon de longue date de Rodolphe Alexandre qui me le disait l'autre fois, il me dit, eh bien figure-toi qu'il y a des choses que j'avais oubliées. Et ça fait aussi plaisir parce que ça remémore à ceux qui savaient déjà, mais qui avaient oublié, et surtout ça recontextualise les choses, notamment lors de ce qu'on appelle sa trahison du PSG en 2007, quand il décide de se présenter aux élections municipales de 2008 à Cayenne, alors que son parti a investi Jean-Claude Lafontaine, qui a été très mal ressenti par des compagnons du PSG de l'époque. Et ce compagnon-là me disait, ben, finalement, à ce moment, on aurait dû faire plus attention parce que ça annonçait peut-être des retournements de veste futurs. Voilà. Et vous concluez cet ouvrage en disant, en qualifiant Rodolphe Alexandre d'homme intrépide et trépidant. Oui, intrépide, qui ne recule pas devant les difficultés, qui n'a peur de rien. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, on a vu que c'est un fonceur. Il est tombé, il s'est relevé,
il y a eu des échecs, mais c'est quelqu'un qui ne renonce pas. Il le disait récemment que après sa défaite de 2021, certaines personnes le pressaient de se retirer de la politique, finalement, parce qu'il avait déjà une belle carrière. Il a dit non, non, il ne renonce pas, il prend à cœur son rôle de chef de l'opposition, donc intrépide, qui ne recule pas devant les difficultés, et puis trépidant, parce que le personnage est un peu hyperactif. Il est un peu hyperactif, il est de droite et de gauche, il sait aussi avoir des colères, oui, ça le qualifie bien. Harry Hautebourg, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Piqui Dingue, de Rodolphe Alexandre l'Intrépide. Voilà, et ben, il est dans toutes les bonnes librairies, et puis il y aura des dédicaces, et puis surtout, hein, si il y a des lecteurs qui ont des critiques, qui s'adressent à moi, on me retrouve sur les réseaux sociaux, et il y a moyen de m'envoyer des messages hein, par les réseaux sociaux, et même celui qui ressemble à un F, dans ma fiche, il y a même mon numéro, donc il n'y a pas de problème. Moi, j'aime rencontrer les lecteurs, j'aime échanger, parler de littérature. Voilà, donc bonne lecture à tous et merci à Radio Mayori. Merci à vous.